le Tchad et l'AES vers une intégration régionale de sécurité. Incroyable. C'est-à-dire que le Tchad va bientôt intégrer l'AES dans un système de sécurité permettant de travailler ensemble. Burkina Faso, Mali, Niger et le Tchad. Le Tchad se rapproche très rapidement de l'AES et c'est inouï. C'est différent, c'est incroyable et nous allons vite découvrir de quoi il s'agit. Nous irons ensuite au Burkina Faso où la coordonnatrice résidente de l'ONU a été déclarée persona non grata. Pourquoi ceci est arrivé? Qu'est-ce qu'elle a dit réellement? On va découvrir ce que c'est. On va ensuite aller en Algérie où le français a été quasiment rejeté en échange de l'anglais. C'est-à-dire en Algérie, on se sert maintenant de l'anglais comme langue nationale par rapport au français. On y va. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous demande de faire ça s'il vous plaît. Faites ça, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Super. Alors nous sommes au Tchad. Le Tchad vers l'intégration régionale de sécurité. Le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, le Niger ont discuté. Récemment, le président tchadien a fait un voyage vers le Niger pour discuter avec son homologue nigérien. Et là-bas, clairement, ils ont pris des décisions très importantes pour la sous-région. Donc l'Agence nationale de sécurité est actuellement en négociation active avec les partenaires de l'Alliance des États du Sahel pour établir un centre régional de coordination à N'Djamena, la capitale du Tchad. Bravo, Pigama Kofi. C'est-à-dire, on va établir un centre de communication, centre de coordination à N'Djamena. Ça sera pour premièrement coordonner la sécurité aux frontières, 2. Partager du renseignement opérationnel en temps réel et 3. Assurer une réponse rapide aux attaques transfrontalières. Les amis, nous sommes en train de voir arriver devant nos yeux une intégration internationale en Afrique pour les Africains par les Africains. Incroyable. Alors on va essayer de voir, coordonner la sécurité aux frontières. Qu'est-ce que cela va impliquer? Coordonner la sécurité aux frontières, cela signifie simplement que le Tchad et les pays sahéliens voisins comme le Niger, Burkina Faso et Mali travailleront ensemble les amis, travailleront ensemble pour surveiller, contrôler et sécuriser leurs frontières communes. On dit voyager seul, on va rapide, vite, ok? Mais voyager en groupe, on va plus loin. Okay? Le Tchad a compris que le Tchad ne peut pas continuer à être tout seul dans son coin. Et comme ils sont géographiquement placés dans le Sahel, pourquoi ne pas carrément approcher le Sahel? Parce que la mentalité apparemment n'est pas très éloignée. C'est-à-dire, ils vont travailler ensemble pour surveiller, contrôler et sécuriser leurs frontières. Cela implique, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, la mise en place des patrouilles conjointes. C'est-à-dire le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, l'AES, l'armée vont marcher ensemble en harmonisation de contrôle frontalier. Ils vont partager les informations sur les personnes, les biens qui traversent les frontières. Donc, si un voyou quitte le Tchad, déjà au Burkina Faso, on est informé. Si un voyou quitte le Mali, le Tchad le saura aussi. Donc, il y aura des patrouilles conjointes, des militaires de chaque pays ensemble en train de travailler, communal, et aussi le partage des informations sur les humains qui travaillent, c'est tout le bazar. Cela consiste évidemment à échanger instantanément des informations sécuritaires essentielles entre les pays membres du centre. Les pays membres du centre, on parlait de l'AES. Déjà là, on parle d'un centre de coordination. C'est-à-dire que bientôt, l'AES sera plus Tchad. Les pays membres du centre de coordination vont partager les informations en temps réel sur ce qui se passe. Il y a un monsieur là avec la calvitie. Tout le monde est au courant. Alors, il y a une femme là enceinte, mais on comprend pas si c'est la grossesse, c'est pour vrai. Tout le monde est informé. On va vérifier si la grossesse est vraie ou c'est des champignons qu'elle a mis là-bas. Alors, les renseignements des opérations comprennent quel genre de données? Ils vont partager des éléments sur les déplacements des groupes armés, les attaques planifiées, les menaces régionales ou les trafics d'armes. Évidemment, des choses qui se passent très souvent dans cette partie de la région. Et troisièmement, le centre a pour objectif d'assurer une réponse rapide aux menaces transfrontalières. Donc, si les menaces se passent quelque part là-bas, on va pas attendre que la personne résolve ou retrouve des solutions à ses problèmes à lui. On peut le faire de manière distante. En intégrant un système qui fonctionne, on peut le faire à distance. Alors le but est de réagir immédiatement en cas d'attaque ou de menace passant d'un pays à un autre, sans attendre l'approbation politique lente. Vous comprenez? Donc on peut directement quitter le Tchad et aller tabasser de l'autre côté, parce que au Niger ou ailleurs, parce que c'est comme ça, c'est déjà agréé, c'est rapide, c'est efficient, c'est effectif. Il y a aussi un projet incluant la surveillance 24 heures sur 24 grâce à des technologies modernes. Les choses ont changé les amis, donc la technologie joue un rôle très important. Les déploiements d'officiers de liaison venant du Mali, du Burkina Faso ou du Niger pour aller au Tchad par exemple pour réagir. L'intégration du Tchad aux structures sécuritaires de l'AES, pas seulement à travers des accords techniques, mais à un niveau stratégique. C'est-à-dire que le Tchad est maintenant inclus, les amis, ça ne rigole plus.
Hein, la CEDEAO peut commencer à s'inquiéter. Alors, comment ceci arrive? Ceci arrive évidemment suite à une visite de monsieur Itno, monsieur Idriss Déby Itno du Tchad, après son voyage au Niger, où il est parti voir son collaborateur, ou le président nigérien, avec qui il a discuté longuement, en fraternité, tout le bazar. L'objectif est simple. La vraie fraternité est basée sur des éléments et des faits. Ce n'est pas des histoires, oh, nous sommes du même pays, n'importe quoi. Vous pouvez être du même pays, mais des ennemis. Vous pouvez être issus du même pays, mais vous êtes les ennemis les plus farouches. En effet, les Blancs ont mélangé même les ennemis les plus farouches. Hein? Ces gens-là se sont massacrés dans le passé, mais on les a mélangés, on a formé un pays. Mais ils sont pas frères. Voilà pourquoi certaines personnes dans un pays, ils sont plus frères à des gens dans un autre pays qui sont frères à ceux qui sont... Non, il faut pas vous étonner. La loyauté ne se force pas. La loyauté est naturelle et historique. Une personne historiquement loyale est généralement loyale. Donc, le Tchad est parti, à travers son chef, voir le chef nigérien pour discuter de ces éléments. Et maintenant, c'est intégré, c'est fait. Alors, cette maison sera établie, le centre de coordination de l'AES plus Tchad, à N'Djamena, ok, pour évidemment évaluer, voir ces histoires, surveiller, patrouiller ensemble, réagir ensemble. C'est beau à voir. Burkina Faso, un pays que j'aime beaucoup, je ne le cache pas, j'ai des sentiments très profonds pour le Burkina Faso. L'homme burkinabé devrait, d'après mon expérience personnelle, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Et c'est un pays que je respecte et que je chéris. Je n'oublierai jamais l'accueil que j'ai reçu au Burkina Faso, jamais. Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au Burkina Faso, les autorités ont expulsé Madame Carole Flores, coordonnatrice résidente de l'ONU. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Madame Carole Flores Meret-Niak, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. Expulsée, déclarée persona non grata avec rapidité, c'est-à-dire illégitime dans le pays, elle doit quitter le pays. Ce sont les gens d'histoire qui peuvent arriver. Quand on commet un crime, on peut pas être jugé directement parce qu'on viole la loi d'une certaine façon. Persona non grata, on vous rejette. C'est quand même assez humiliant pour un diplomate international de déclarer persona non grata. Qu'est-ce qu'elle a fait? Les autorités ont expulsé Carole Flores Meret-Niak, coordonnatrice résidente des Nations Unies, l'accusant de responsabilité dans un rapport controversé sur les enfants et les conflits armés au Burkina Faso. Donc madame a fait un rapport, et dans ce rapport, elle parlait des massacres et toutes les choses négatives qui arrivent. Elle a aussi allégué des violations graves contre les enfants commises à la fois par les djihadistes et les groupes pro-gouvernementaux. Ok? On parle ici de recrutement d'enfants soldats, violences sexuelles, attaques contre les écoles. Donc, recrutement d'enfants militaires, violence sexuelle contre les enfants, attaque contre les écoles. C'est le genre d'activité qu'on peut attribuer à un groupe terroriste, mais attribuer c'est là. Violence sexuelle, attaque contre les écoles, groupe militaire du gouvernement, ce sont des accusations très graves. Elle a aussi été accusée d'absence de consultation et de manque de preuves. Le gouvernement burkinabé affirme qu'il n'a jamais été consulté durant l'élaboration du rapport. Donc évidemment, quand vous faites un rapport, il faudrait informer les gens. Nous faisons un rapport par-ci, par-ci, par-là. Comme ça, certains endroits où vous n'êtes pas autorisé, on peut vous autoriser quand même. Ok, qu'il n'y ait pas d'obscurité dans le rapport. Le rapport n'a pas été soumis, présenté au gouvernement burkinabé. Le rapport manque de preuves documentées ou des décisions judiciaires solides. Il n'y a pas de preuves. D'après le gouvernement burkinabé, il n'y a pas de preuves affirmant les allégations de madame, selon lesquelles les militaires burkinabés auraient pris des forces des jeunes filles, auraient malmené, massacré, attaqué des écoles et tout le bazar. Ce sont des accusations chaudes. Alors, il faut présenter des preuves. Vous savez, nous, on aime le Burkina Faso, mais on aime aussi la vérité. On aime la vérité. S'il y a des éléments qui prouvent que ces choses sont vraies, il faut nous les envoyer. On va les examiner. Le Burkina Faso, c'est bien beau tout le bazar, c'est mon expérience personnelle, mais ça ne veut pas dire que sur terrain, c'est exactement ce qui se passe. Okay? Nous avons tous vu la positivité que reflète le Burkina Faso aujourd'hui. On applaudit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des choses négatives qui arrivent? On ne peut pas le dire parce qu'on n'est pas présent. Est-ce qu'il faudrait carrément nier tout ce qui est dit parce que nous sommes frères au Burkinabé? Je ne pense pas que ce soit correct. Mais on ne peut pas non plus accepter ce qu'on nous raconte s'il n'y a pas de preuves. Il faut avoir des preuves pour dire, ok, il faut être juste, ok, il faut pas être fanatique. C'est vrai, il y a des gens qui viennent au pouvoir, et ce n'est pas le cas d'Ibrahim Traoré, c'est pas ce que je dis. Il y a des gens qui peuvent venir au pouvoir avec des très bonnes idées, de très bonnes pensées, des bonnes réflexions, mais avec le temps, changer parce qu'ils sont peut-être influencés par l'entourage, ou peut-être parce que les idées changent, ou peut-être parce qu'on goûte la saveur du pouvoir. Ce sont des choses qui arrivent très souvent. On a vu un président récemment dans un pays là, comme ça, arriver au pouvoir. Vous savez, généralement, quand un président voyage, il y a des dépenses qui se font au nom du gouvernement. Et pour ça, le gouvernement doit libérer un certain montant d'argent pour ça. Supposons que le gouvernement libère $1 million. Le gouvernement sait que le président et son groupe de personnes se servira de l'argent pendant leur voyage. Mais parti en voyage, le président et son groupe de personnes se servent de $200 000 par exemple, ou 300 000. Dans le passé, le président et son groupe
rembourser les 700 000 au gouvernement dans les caisses de l'État, disant écoutez, prenez les 700 000, on a simplement usé de 200 000 ou 300 000. Mais après un temps, carrément, le monsieur a arrêté de faire tout ça. Quand le gouvernement libérait 2 millions de dollars, c'est 2 millions de dollars qui partent. Et d'ailleurs, on demande de plus. C'est-à-dire, au départ, il est venu avec des idées positives. Disons, OK, nous allons réellement rembourser l'argent du contribuable et pas les dépenser pour des raisons personnelles. Mais avec le temps, l'influence des gens autour de soi, c'est toujours un cousin là-bas, un monsieur là-bas, tu vois, non, on est au pouvoir pendant un temps, il faut profiter. Ça pourrait faire changer d'idée. Et voilà, est-ce une possibilité au Burkina Faso? C'est fort une possibilité. Mais est-ce que c'est le fait au Burkina Faso? Absolument pas, on n'a pas des preuves. Mais on peut simplement spéculer jusqu'à ce qu'il y ait de preuves incluant le Burkina Faso dans ces faits énoncés ici. On a aussi accusé la coordonnatrice de l'ONU de partialité. Ok, on dit qu'elle n'est plus une interlocutrice neutre et crédible. Le langage du rapport semble minimiser et déformer la souffrance du peuple burkinabé. C'est ce que le gouvernement burkinabé dit. Alors qu'est-ce qui risque de se passer? L'ONU risque de faire une plainte, s'exprimer, mais ne voudra certainement pas aller au bout pour pas que l'aide qui se passe au Burkina Faso à travers l'ONU soit arrêtée. Secondo, l'ONU pourrait présenter une personne alternative, une personne indépendante pour assumer ce rôle jusqu'à ce qu'elle choisisse de manière permanente une nouvelle personne. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous pensez que le gouvernement burkinabé a fait les choses qu'on a racontées ou pas? Faites-moi savoir dans les commentaires. En Algérie, les entreprises nationales abandonnent le français au profit de l'anglais. Waouh, incroyable. Le français abandonné au profit de l'anglais, inouï, inédit, enfin peut-être pas inédit, c'est une chose qui s'est passée dans le passé. Au Rwanda, par exemple, le Rwanda était un pays francophone pendant très longtemps, jusqu'à l'arrivée du président actuel qui a renversé la vapeur de la francophonie à l'anglophonie. Au départ, on pourrait pas penser différemment parce que, écoutez, l'anglais a beaucoup plus d'influence que le français. Et aussi, croyez-moi, la mentalité des anglophones est totalement différente de la mentalité des francophones africains. En général, écoutez, c'est francophone africain. Il faudrait avoir de l'expérience pour le dire. Donc, l'Algérie se retire de la francophonie. Les entreprises nationales abandonnent le français. Après Air Algérie et la société d'eau Alger, c'est désormais Algérie Télécom, principal opérateur télécom du pays, qui abandonne le français au profit de l'anglais dans les documents destinés au public. C'est officiel. C'est une façon de dire en français, on s'en fout de vous maintenant, au revoir. Les entreprises justifient ce choix par des raisons pratiques et stratégiques, signalant la transition étant la transition progressive vers l'anglais dans les communications officielles et commerciales. Donc bientôt, ça sera l'anglais. Alors, qu'est-ce qui se passe entre l'Algérie et la France? Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais principalement, pour faire très rapidement, nous savons que les diplomates français ont eu des difficultés récemment en Algérie. Nous savons aussi que la France a accusé l'Algérie de vouloir kidnapper un monsieur très influent en France, mais un Algérien d'origine qui vit en France depuis très longtemps. La personne est critique du gouvernement algérien en France. Okay, c'est une personne qui apparemment dénonce les choses que Alger fait, la politique algérienne à l'étranger, les membres du gouvernement, des diplomates qui dépensent beaucoup d'argent du contribuable dans des éléments qui sont absolument personnels, les achats de Hermès, de Gucci et tout le bazar en France. Alors le monsieur dénonce. Il raconte beaucoup d'histoires apparemment gênantes. Et récemment, il se pourrait qu'une voiture de la police eût arrêté le monsieur, placé à pas à garde vue, mais on l'a mis dans la voiture et on l'a enlevé. Couvert de masque, le monsieur devrait être exfiltré de la France de manière illicite. Mais ça n'a pas réussi. On l'a balancé quelque part dans une forêt en France parce que c'était difficile de l'emmener. Bon, la question qui se pose, c'est si un gouvernement est prêt à enlever une personne comme ça d'un pays comme la France pour le ramener en Afrique, est-ce qu'il raconte des mensonges? Vous savez, quand quelqu'un raconte de bobards, c'est facile commence à toucher des points essentiels. C'est là qu'établit la haine, la colère, la galère, le ressentiment. Alors, était-il en train de raconter des bobards? Point d'interrogation. Alors, à travers cela, on a pu lier un diplomate officiel de l'Algérie en France dans ce kidnapping. Et c'est à partir de là qu'on a demandé de quitter le territoire et ça a été compliqué. Et récemment, l'Algérie a bloqué accès aux Français, aux diplomates français dans les aéroports. Généralement, ils ont accès rapide et facile. De faire ça avec cette carte. On n'a pas besoin de faire beaucoup trop de recherches ou passer directement. Aujourd'hui, c'est annulé. Alors la France a réagi en voulant expulser beaucoup d'Algériens, en tout cas en masse, beaucoup d'Algériens pour rentrer en Algérie. Parmi eux, il y avait des Algériens qui apparemment étaient nés en France, jamais été en Algérie. Alors l'Algérie a dit, vous êtes en train de violer les normes, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a eu back and forth. Il y a aussi l'élément du Sahara occidental, qui dans l'époque était colonie espagnole. C'est en 1975 que l'Espagne libère cet espace. Comme vous pouvez voir sur la carte, l'Espagne est partie. Mais en ce moment-là, le Maroc a voulu réclamer ces territoires. Et aussi la population sur place, les Polisario, aujourd'hui, se sont levés disant non, nous ne ferons pas partie du Maroc, on veut être indépendants. Et une guerre a éclaté. Pendant ce temps, l'Algérie a soutenu de manière financière ces gens que les Marocains, et cela aussi a élevé les tensions entre les deux pays. Et récemment, la France a soutenu la thèse du Maroc, disant que le Maroc, au fait, est propriétaire de ces terres. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental.
à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et l'Algérie a été très enflammée par rapport à ça. Pourquoi est-ce que la France a pu faire ça? Donc c'est une politique à un grand niveau. La vraie force, ce n'est pas quand on est fort et on a les compétences et les capacités. La vraie force, c'est quand on fait face à quelqu'un de plus fort que ça. Et on est en capacité de rester debout, malgré son opinion opposée. La vraie force, c'est savoir exprimer ce qu'on pense vraiment à son intérieur, sans avoir peur des conséquences, même s'il y a des conséquences. Et s'il y a des conséquences, avoir le courage de faire face à ces conséquences. C'est ça la force. La force n'est pas attribuée seulement aux plus forts, ou aux ceux que nous paraissent forts. En réalité, la force quelquefois vient de l'intérieur, de ceux qui quelquefois paraissent faibles. Le Sénégal résiste aux États-Unis d'Amérique, clairement, en rejetant la décision des États-Unis de sanctionner les éléments de la CPI. Bravo au Sénégal. Piyama Kofi. Yeah. Le Sénégal a exprimé sa solidarité avec la Cour pénale internationale et a appelé les États-Unis à lever les sanctions imposées au tribunal et à ses responsables. C'est incroyable. Le Sénégal, sur la carte, un beau pays, un lieu très intéressant, une culture très enrichie. Le Sénégal se lève. Vous savez, l'honneur ne se donne pas gratos. C'est quelque chose d'inné. Et on naît avec l'honneur, mais aussi on apprend à ses enfants très jeunes. Quand on devient plus vieux, ça devient très difficile d'acquérir la dignité. La dignité, c'est un truc royal. Moi, j'ai expérimenté des gens dans la vie qui n'avaient rien, mais ce sont des gens dignes. Dans leur rien, ils sont dignes. Vous n'allez pas les piétiner. Jamais de la vie. Et j'ai aussi vu des gens qui sont des pleurnichards, des naturels beggars. Ce sont des suppliants. Ce sont des mendiants en cravate. Il y a des gens mendiants en cravate. En fait, vous voyez, la personne vous voit en train de sourire. Vous savez déjà que cette gentillesse est liée à la flatterie. Une flatterie nue. Et c'est triste parce qu'on ne sait même pas... Moi, je ne sais pas faire semblant par rapport à cette décision. Comme ça. Quand vous voyez des gens venir vous supplier, vous savez, c'est pas... En fait, on vous célèbre. On vous exalte. Mais ce n'est pas par amour. Ce n'est pas par sympathie. C'est par intérêt et on le voit et c'est indigne. Et il y a aussi des gens que j'ai vus qui n'ont absolument rien, mais jamais ne feront ce genre de bêtises. Dire bonjour, comment ça va? Je vais juste vous saluer. C'est tout, fini. Mais monsieur n'a absolument rien. Le Sénégal se lève contre les États-Unis d'Amérique. Alors la question qui se pose ici, qu'est-ce qui va se passer au Sénégal? Qu'est-ce qui va se passer au Sénégal? Donc le Sénégal a exprimé sa solidarité avec la Cour d'appel, avec la Cour pénale internationale. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères sénégalais a dénoncé ces actions américaines comme une atteinte à l'indépendance de la Cour et au mandat de ses responsables. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont sanctionné les membres de la CPI. Le Sénégal a réagi disant ce que vous faites là, c'est injuste. Vous êtes en train de porter atteinte. Vous attaquez l'indépendance de cette Cour et sa nature. C'est inacceptable. Le département d'État américain a annoncé ce mercredi des nouvelles sanctions contre 4 responsables de la CPI, dont 2 juges et 2 procureurs. En quelle raison? Vous vous posez la question de savoir. En raison de leur participation à des enquêtes visant des responsables américains et israéliens soupçonnés de crimes de guerre. Les États-Unis sanctionnent la CPI et ses membres parce que la CPI et ses membres font des investigations contre les autorités américaines et israéliennes soupçonnées de crimes de guerre. Vous savez, quand on grandissait, nous, on trouvait les États-Unis comme un grand frère. Faut dire la vérité. Quand vous regardez la télévision, Hollywood, c'est aux États-Unis. Batman, c'est un Américain. Superman, américain. Bioman, américain. XOR, américain. Tous ces gens-là. Rambo, américain. Schwarzenegger, américain. Chuck Norris, américain. On ne pouvait que penser que les États-Unis étaient parfaits. Enfin, sur le plan moral, si vous regardez les guerres aussi dans les films, quand on grandissait, c'était généralement les Américains contre les Vietnamiens. Et dans le film, les Américains c'était les bons, les Vietnamiens c'était les méchants, n'est-ce pas? Et aussi, si c'est avec les Russes, comme avec Rambo, les Américains étaient les bons et les Russes étaient les méchants. En fin de compte, on comprend que c'est une très belle propagande parce que on a fini par réaliser ou croire que c'était ça la réalité. Mais en réalité, si vous suivez l'histoire dans son intégralité, vous comprendrez qu'au Vietnam, les Vietnamiens n'ont dérangé personne. Ils ne sont pas partis aux États-Unis pour faire la guerre. Les Américains sont partis là-bas parce qu'ils craignaient que le Vietnam devienne totalement communiste. Et ça, c'était hors de leur agenda. Mais ils sont partis chez autrui faire la guerre pendant plusieurs années. Vous comprenez? Maintenant, naturellement, quand on entend les États-Unis, on sait que les États-Unis faisaient partie des pays qui ont sujet qui est la Cour pouvant remettre en question, poser des questions légales à quelconque leader qui fasse des choses incroyables, insupportables, avec ce qui s'était passé à la Deuxième Guerre mondiale au pays qu'on ne cite pas. Alors, il a fallu créer une Cour qui puisse remettre en question, qui puisse poser des questions, qui puisse juger les personnes dictateurs, méchantes, qui prennent de vie, n'est-ce pas? Alors, si les États-Unis ont soutenu tout ça, pourquoi les États-Unis
ne voudrait pas se faire investiguer. Si les États-Unis souhaiteraient que tous les autres pays désirent, enfin, tous les autres pays, naturellement, acceptent ces investigations, ou qu'on veuille carrément le bonheur de tout le monde. On se pose la question. Pourtant, quand on a condamné Poutine récemment ici, les Américains ont tapé les mains, n'est-ce pas? On a dit oui, justement, il faut condamner Poutine pour crime de guerre, n'est-ce pas? Reaction to the International Criminal Court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin? Well, I think it's justified. Provide information to the ICC. War crimes in Ukraine. He's clearly committed war crimes. Alors c'est quand même bizarre. Parmi les personnes sanctionnées figure Mamé Mandiaye Niang, ressortissant sénégalais et procureur de la CPI. Donc, un Sénégalais à la CPI, qui représente évidemment, a été soutenu par son premier ministre. Pendant que les États-Unis le sanctionnent, le premier ministre dit « Gloire à toi mon ami, bon courage, tu fais du bon travail ». Et en passant, ce que les États-Unis sont en train de faire est en réalité une attaque contre la liberté de la CPI et son opération. Alors, ces sanctions comprennent quoi? On se pose la question de savoir. Alors, on voit ici, les gels des avoirs sous juridiction américaine. C'est-à-dire, si vous avez une villa, vous avez des voitures, des éléments aux États-Unis d'Amérique, gel complet. Donc, vous les perdez. Interdiction de voyager aux États-Unis. Donc, vous n'aurez plus de visa, plus d'admission aux États-Unis. Restrictions commerciales avec des ressortissants ou entités américaines. C'est-à-dire, si vous faites le commerce avec des Américains, désormais, ils ne le feront pas parce que vous avez été sanctionné. Si vous faites usage des plateformes américaines, désormais, on va vous kick out. Vous avez un compte PayPal, il y a des possibilités qu'on vous balance, on saisisse votre argent. Vous avez Stripe, vous avez Hotmail, Yahoo, il y a des possibilités qu'on bloque votre accès au Hotmail. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est des histoires qui sont arrivées dans le passé. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a également apporté son soutien à Mama Mandiaye Niang, saluant sa dévotion à la justice. Moi, je me pose la question, je me dis, est-ce que ça ne paraîtrait pas comme un challenge aux États-Unis, le fait que M. Sonko s'exprime ouvertement? Parce que dans beaucoup de cas, les Américains aiment vous voir vous taire, même s'ils font des choses qui quelquefois peuvent paraître comme bousculants. On veut que tu te taises, hein? On te gifle, mais tais-toi. Hein? On va te sanctionner, on va mettre des tarifs ou machin. Toi, ne le fais pas. Si tu le fais, tu vas subir des conséquences. C'est généralement ça. Alors, encore une fois, ma question est, est-ce que le Sénégal doit s'apprêter à quelque chose? Les États-Unis, les amis, avaient déjà sanctionné la CPI et le procureur-chef Imran Khan, après que celui-ci ait demandé en novembre dernier des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien et le ministre de la Défense pour crimes de guerre présumés à Gaza. Alors, M. Khan, pour ceux qui savent, avait demandé l'arrestation de M. qu'on ne cite pas et son M. qu'on ne cite pas. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine. Et évidemment, il y a eu condamnation incroyable venant de partout, surtout des républicains américains, qui pensent que leur devoir à eux, c'est de protéger le pays qu'on cite pas. C'est leur devoir. The International Criminal Court has overstepped its authority and set a dangerous precedent by seeking arrest warrants for Israeli Prime Minister Netanyahu and Israel's Defense Minister Gallant alongside Hamas terrorists. Ils ont carrément craché le feu sur M. Khan, disant qu'il lui était interdit de fouler la plante de ses pieds aux États-Unis d'Amérique et que sa famille ne viendrait plus jamais aux États-Unis d'Amérique et qu'il risquerait de subir des conséquences réelles s'il continue dans cette mission. Et peu après, M. Khan a vu ses comptes email bloqués parce que quand vous utilisez Outlook, c'est américain, on vous bloque. Quand vous utilisez Microsoft, c'est américain, on vous bloque. Quand vous utilisez les comptes bancaires qui sont liés au système bancaire américain, on vous bloque, on vous kick. Donc ça, on peut vous rendre la vie très difficile. On peut même vous empêcher de voyager. Si l'avion est affilié aux États-Unis d'Amérique, on leur dit vous serez sanctionné si vous osez servir une personne qui a été sanctionnée par nous. Vous voyez combien la vie d'une personne peut changer. Alors Monsieur Khan a subi des conséquences très dures. Et aussi, retenez que les Nations Unies, leurs offices sont à New York, aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, pour une personne censée travailler dans cet office des Nations Unies situé à New York, se voir empêché d'avoir un visa, c'est-à-dire qu'on travaille plus carrément. C'est très difficile. Alors, les amis, il est estimé que Mamé Mandiaye Niang, j'ai tué son nom là, grave, excusez-moi les Sénégalais, a contribué à l'élaboration ou à la supervision des enquêtes de la CPI portant sur les crimes de guerre présumés à Gaza commis lors des opérations militaires israéliennes. Donc, il a investigué, il a été là, il était présent par rapport au traitement de ce dossier. Numéro 2, les opérations militaires américaines et celles de la CIA en Afghanistan, dans le cadre d'une autre enquête en cours. Donc, il y a deux enquêtes. Il y a l'enquête du pays qu'on cite pas, il y a l'enquête de la CIA et les opérations américaines en Afghanistan, où beaucoup de personnes ont perdu la vie. Monsieur est très impliqué.
Alors, c'est les raisons pour lesquelles on dit, bon, monsieur, tu seras sanctionné. Ces dossiers sont hautement controversés, d'autant plus que les États-Unis ni Israël ne sont membres de la CPI, contrairement à la Palestine et à l'Afghanistan, ce qui donne à la Cour une compétence territoriale sur le crime présumé commis sur leur sol. Donc, la Palestine et l'Afghanistan ont autorisé la Cour de faire des investigations puisque ces faits ont été commis sur leur territoire, même si les États-Unis d'Amérique et Israël ne font pas partie de ceux-là qui acceptent la juridiction de la Cour. Mais en attendant, on espère que tout le monde accepte. Surtout les Africains, partez là-bas, on vous juge, on vous jette en prison. Bref, ma question est celle-ci. Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc qui risque d'arriver au Sénégal? Et aussi, il a été reporté que le Sénégal faisait partie des pays qui ont rejeté l'idée d'accueillir des immigrants américains rejetés par Trump. Si c'est vrai, ça deviendra très chaud très vite. Au Burkina Faso vient de libérer des journalistes après une conscription forcée. 4 journalistes ont été libérés. Heureux pour eux, en tout cas. Je suis sûr que leur famille directe est heureuse de le recevoir. Il y a Gezuma Sanogo, qui est président de l'association des journalistes au Burkina Faso, et Phil Ronald Zongo. Ils ont été libérés très récemment après avoir forcé d'intégrer l'armée burkinabé. Alors le 21 mars 2025, lors d'un congrès de l'AGB à Ouagadougou, Gezuma, ce monsieur ici, Sanogo, avait dénoncé la transformation des médias publics du Burkina Faso en machines de propagande. Donc il dit que la radio, la télévision et tout le bazar sont devenus des machines de propagande pour sanctifier M. Traoré et tout ce qu'il fait. Donc ce ne sont plus des institutions libres où on peut librement critiquer et dire ce qu'on pense vraiment. Maintenant, ça devient une machine à propagande et c'est inacceptable. Il a aussi critiqué ce qui se passe par le gouvernement, a demandé la libération de certains d'autres journalistes qui ont été incarcérés. Et aussi, d'après certaines personnes, il aurait nié le fait des choses qui se passent au front. Alors, il aurait apparemment nié les faits de ce qui se passe au front, et aurait dit qu'il n'y avait pas de guerre, en tout cas pas de guerre autant qu'on le prétend. Alors, qu'est-ce que le gouvernement burkinabé aurait fait? On a dit, bon, messieurs, mettez-vous en tenue militaire, on y va. Comme ça, vous serez vous-même témoin de ce que vous racontez. Et apparemment, ça n'a pas été facile. Et d'après certaines personnes, ils ont finalement reconnu, enfin, ils se sont excusés, ou peu importe comment ça se passait. La vraie information sur le terrain, malgré la bonne foi des hommes. J'ai vu le butin, ce qui a été saisi. On ne peut pas imaginer, bon, en tout cas, vous êtes tenté de sécher des choses ici. On ne peut pas imaginer que des gens soient dans la brousse là avec des choses comme ça. Ils gagnent ça au coup. Tu leur donnes. Et avec toute la gymnastique que vous faites pour prendre, consolider, avancer, la joie des populations quand on vous voit revenir, vraiment c'est merveilleux. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que nous on entend et souvent ce qu'on voit. Voilà, donc c'est carrément une autre réalité. Maintenant, ils ont quand même été libérés. Vous savez pourquoi les pays africains n'avancent pas? À l'exception de quelques 2-3, les pays africains n'avancent pas. Les pays des Noirs n'avancent pas. Ça n'avance pas parce que le caractère n'est pas composé à la hauteur de la grandeur. Le pays est grand, le pays est riche, le pays est profond, le pays a tout. Mais les gens, le cerveau vide, des tonneaux vides guident les pays. Et en plus, il n'y a pas pire qu'un tonneau vide associé à l'égoïsme, l'envie, le besoin de s'enrichir. Un tonneau vide qui a l'argent, vous avez déjà vu ça? Un tonneau vide qui a l'argent, il n'y a pas pire que ça. Il est impoli, irrespectueux, prétentieux, orgueilleux, il se pense plus grand que la loi. Il veut changer la loi, changer les règles, changer la constitution, changer la vie des gens, changer tout ce qu'il veut. C'est ça. Les arrivistes, c'est la raison pour laquelle, principalement, l'Afrique n'avance pas. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. C'est pas possible. Pas en Afrique noire, ce n'est pas possible. Pour parler de développement en Afrique noire, il faut parler de comportement d'abord. Parce que le comportement de l'homme noir africain s'associe toujours à tout ce qu'il fait, même dans la politique. On ne sait pas faire une séparation en disant là je vais être professionnel. Je vais travailler pour l'intérêt de la nation. Là je parle en tant que chef du je sais pas quoi, quel département. Ils mélangent tout, la bêtise, la saleté de son quartier, tout ils emmènent. Ils commencent à appeler des gens petits dans les bureaux. C'est ça le comportement des Noirs. Il n'y a pas de développement en Afrique sans parler de comportement, ce n'est pas possible. Au Sénégal apparemment on l'a compris. Le Sénégal vient d'adopter une loi très intéressante. Une loi qui protège tous ceux qui viennent déclarer, les lanceurs d'alerte, qui viennent déclarer les choses négatives qui se passent. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle encore, je dois le dire, l'Afrique n'avance pas, en généralité, c'est parce que nous avons devant nous beaucoup de gens corrompus. Les gens arrivent au pouvoir dans l'objectif de s'enrichir et non l'objectif de servir. Les gens font la politique non pas pour servir, mais pour s'enrichir. Regardez, si on transformait cette politique, disons, on va payer les politiciens le même salaire qu'on paye l'ouvrier, le même salaire qu'on paye le professeur, il n'y aura pas de politiciens. Il y a des pays ici où, avec le temps, il y a tellement de candidatures dans le Parlement. Il y a des centaines de milliers de personnes qui veulent devenir députés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'est un moyen de réussite. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la politique. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent la politique. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la patrie. C'est parce que là, il y a un moyen de survie.
avec le salaire qu'on peut avoir en tant que parlementaire, on peut s'acheter une maison très rapidement, on peut en construire 2 ou 3 autres à côté, on peut commencer des business. Commençons à préparer son avenir après le Parlement. Donc les gens ne réfléchissent pas au-delà de leur ventre. C'est aussi simple que ça. Alors, la corruption est totale. Beaucoup de pays ici sont gérés comme des mafias. C'est-à-dire, il y a la mafia des ventes des armes. Non, il y a le membres de gouvernement sont impliqués. On pense que les armes sont illicites et tout le bazar. Mais il y a des chefs là-bas au-dessus qui savent. Vente de ressources illicites et tout le bazar. Rentrons au Sénégal. Voilà le Sénégal. Un beau pays très intéressant. Le Sénégal adopte une loi nouvelle. Quelle loi? Les parlementaires sénégalais ont adopté une loi pour protéger les lanceurs d'alerte afin de renforcer la transparence dans le pays. Bravo. Bravo au Sénégal, Piga Makofi. Piga Makofi, c'est en Swahili, c'est pour dire clap your hands. Le Swahili est la langue la plus parlée d'Afrique. C'est une très belle langue, c'est la meilleure langue en Afrique, en tout cas. Parlée au Burundi, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, une partie de la RDC et au nord de la Mozambique et tout le bazar. C'est peut-être une belle opportunité pour vous d'apprendre le Swahili. D'ailleurs, l'Afrique du Sud a désormais accepté le Swahili dans sa constitution comme une langue nationale. Alors, rentrons au Sénégal. Le Sénégal devient ainsi le premier pays d'Afrique subsaharienne francophone à adopter une telle loi, c'est-à-dire la loi où on protège les lanceurs d'alerte. Pourquoi il faut protéger les lanceurs d'alerte? On les protège parce que naturellement, quand vous allez raconter comment on est en train de voler ici, vous n'êtes pas protégé. Ok, le gouvernement a libéré de l'argent pour la construction d'un hôpital. L'argent était peut-être à hauteur de 20 millions de dollars. Et vous voyez clairement qu'on se sert à peine de 5 millions de dollars pour construire l'hôpital, pendant qu'on a partagé le reste de l'argent. Osez aller raconter, c'est vous qui aurez des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que la personne à la tête est corrompue et est associée certainement à la personne à qui il faut faire un rapport. Donc les lanceurs d'alerte ne se permettent même plus d'ouvrir la bouche, parce qu'ils savent que si je pars ici, en fin de compte, ça retombera sur moi et c'est moi qui, perdrai mon boulot, deuxièmement, qui serai emprisonné. C'est ça l'Afrique pour vous. L'ennemi de l'Afrique n'est pas en Europe. Que personne ne vous trompe. L'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas Macron. Écoutez, Macron se sert de ce que vous avez comme déficience pour venir. Si Macron le fait, l'ennemi de l'Afrique est interne. Ne vous en faites pas. Alors, le Sénégal veut défaire cette histoire. Cette nouvelle loi a été adoptée dans le cadre d'un ensemble de mesures législatives par le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, qui ont pris leurs fonctions en avril 2024 avec un programme fort de lutte contre la corruption. Évidemment, Sonko et Faye, vous connaissez, ce sont des gens qui manifestement viennent avec des idées nouveaux. L'objectif ici, c'est la transparence et ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus. On veut vraiment voir ce qui se passe. Qui a pris quoi, qui a touché quoi, qu'est-ce qui se passe ouvertement. Monsieur Sonko et Monsieur Faye sont critiqués par beaucoup de personnes, chose qui est tout à fait normale. Même Dieu est critiqué par certaines personnes. Ce n'est pas pour dire que Sonko et Bassirou Faye sont, sont Dieu, absolument pas. C'est pour dire que chaque humain a une partie négative, des choses qu'on peut critiquer. Autant il y a aussi des choses positives. Si ces choses se présentent, en tout cas pour une personne normalement constituée, ayant un bon cœur, il faudrait reconnaître les bonnes choses qu'on fait, n'est-ce pas? Ou il faut seulement qualifier ce qui est négatif. Les lanceurs d'alerte peuvent signaler leurs informations de manière anonyme s'ils le souhaitent, à travers des canaux intérieurs, donc à travers le gouvernement. Il y a des moyens où il faut aller signaler. Si vous remarquez M. Moussoungou en train de voler, en Afrique ici, les gens vont à la prière, mais c'est des voleurs. Comment vous construisez? Vous faites comment pour construire avec vos salaires? Non, vous faites comment pour construire avec vos salaires? Pour le dimanche, aller remplir les églises. C'est pourquoi moi-même, je sais pas. Moi, si j'étais pasteur en Afrique, ok, je dirais tout l'argent qui est mal acquis, sortez ça du panier. Venez chercher votre argent. Je cherche un pasteur qui fait ça. Venez chercher l'argent mal acquis au-delà de 10 000 dollars. Je veux voir ça. Ça me ferait tellement de bien. Donc, il y a les canaux internes à travers lesquels on peut faire des rapports. Il y a aussi des canaux externes auprès des autorités compétentes pour protéger les lanceurs d'alarme. Évidemment, en Afrique, on ne peut pas parler d'un travail sans récompense. Les gens veulent être récompensés, quelquefois à tort. Il y a dans certains pays, si vous partez, même avec un projet grand, n'est-ce pas? Un projet grand, vous avez de l'argent, vous avez quelques millions de dollars pour faire des constructions, par exemple. Supposons que ce sont des constructions qui permettraient à certaines personnes d'avoir des maisons à un prix moins cher. On vous dira, non, avant de commencer cette construction, il faut nous donner notre part. C'est ça la mentalité des Noirs. Non, il faut vous dire la vérité. Il faut vous dire, il n'y a pas de développement sans le comportement. Ce n'est pas possible. Une personne, un bailleur de fonds, un investisseur venu de l'étranger avec son argent, d'accord? Je veux acheter un terrain avec mon argent. Je n'ai pas besoin que vous me donniez quoi que ce soit. Je construirai de maisons à hauteur de 80, dont je léguerai à la population à un prix moins cher, bien abordable. Non, monsieur, nous on veut 20%. C'est
Pour moi, ces gens-là, il faut les fusiller. Il faut les mettre devant tout le monde. Pour moi, il faut mettre, vous le mettez là comme ça, vous le fusillez, comme en Chine. Ah, c'est comme ça. La Chine était pauvre, comme les Africains. Ne vous en faites pas. Il faut arrêter de pleurnicher. Le temps de pleurnicher est fini. Oh, le colonialisme, l'esclavage, c'est fini. Désolé. Les blessures antérieures existent. Écoutez, même les Blancs qui vous ont colonisé, ils ont été aussi blessés. Depuis la nuit de temps, tout le monde a été blessé. Et ce n'est pas pour diminuer les blessures des Noirs. Non, ce n'est pas ça. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, il faut commencer à fonctionner de manière normale. Ça fait trop longtemps qu'on pleurniche pour les mêmes histoires, les mêmes bêtises. C'est incroyable. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était pauvre. C'était un pays absolument... Regardez la Chine, Deuxième Guerre mondiale, pauvre. Ils n'avaient rien. Avec le riz, à un moment donné en Chine, on a refusé à ce que les gens foncent des enfants. Ne faites plus d'enfants parce qu'il y a beaucoup trop de gens pour équilibrer. Mais les Chinois ont investi dans le chinois. Ce n'était pas en français ni en anglais. Ils ont importé des gens intelligents, des gens qui ont la connaissance. Et ils ont pris ce qui était nécessaire pour eux. Ils n'ont pas complètement copié. Ils ont pris ce qui était nécessaire pour eux. Ils ont développé des Chinois capables. Aujourd'hui, la Chine produit plus de médecins, plus d'ingénieurs que partout dans le monde réunis. Comment ils ont fait ça? Ils ont 2 cerveaux? Non. Ce sont des gens comme vous. Mais chez eux, c'est sûr. Si vous êtes corrompu, on va vous achever. Vous êtes dans la fraude. On vous achève. Vente d'armes illicites, on vous achève. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut traiter les Africains. Écoutez, si vous faites ça à l'Afrique, 1 an c'est trop. Je vous dis, 1 an c'est trop. Ceux qui fournissent des informations menant à la récupération de fonds ou des avoirs illicites recevront une récompense de 10% du montant récupéré ou un montant déterminé par les autorités compétentes. Cette loi est également destinée à couvrir les proches du lanceur d'alerte et les facilitateurs tels que les journalistes et les ONG. Dans le passé, quand vous lancez les alertes, on vient vous chercher. Si ce n'est pas vous qu'on trouve, on trouvera un membre de votre famille. C'est comme ça en Afrique. On prend votre mère, on lui met en prison. On met votre maman en prison ou votre sœur pour que vous sortiez. Il faut achever ces gens-là. Bravo au Sénégal. Il y a encore beaucoup à faire, mais bravo au Sénégal jusque-là. À l'époque du président Abdoulaye Wade, le gouvernement avait fait beaucoup de choses. En effet, le gouvernement a été en proie à des accusations de détournement de fonds massifs et de mauvaise utilisation de l'argent public. C'était chaud. À l'époque, le fils du président lui-même était plongé dans l'histoire. Karim Wade, ce monsieur ici, on lui a d'ailleurs donné le contrôle du ministère de projets gouvernementaux majeurs. Donc les projets du gouvernement étaient gérés par monsieur Wade. C'est comme ça, le népotisme africain. Je ne sais pas si les Africains sont prêts pour la démocratie. Ou, en fait, l'Africain emmène la mentalité tribale, la mentalité des royaumes dans la démocratie. Le président veut être traité comme un roi, hein, intouchable, n'osez pas ouvrir la bouche. Oh, comment vous appelez cette bêtise-là? Outrance au président, c'est outrage à la présidente. C'est... Donc, il y a peut-être un seul pays en Afrique où on peut porter un t-shirt qui dit que le président aille se faire foutre sans qu'on ne vous inquiète. C'est l'Afrique du Sud. Vous pouvez porter un t-shirt que le président aille avec son visage. Personne ne va vous inquiéter. Parce que c'est une démocratie mature. Les gens ne sont pas liés à leurs émotions pour faire preuve de démocratie. On peut être contre vous, mais on soutient votre droit de vous exprimer sans vous mettre en prison, vous incarcérer. Parce qu'on comprend que le pays n'appartient pas à la famille du président. Alors, l'ère du président Wade, Karim était quelqu'un de très présent dans cette corruption, malheureusement. On lui a donné le contrôle du ministère qu'il a géré. Karim Wade était devenu célèbre et aurait été surnommé Monsieur 15% dans le cercle diplomatique. Pourquoi? En référence à la coupe présumée de 15% qu'il aurait prélevé sur les contrats gouvernementaux majeurs. Donc pour chaque contrat, Monsieur Karim Wade recevait 15%. On l'a surnommé Monsieur 15%. Après l'éviction de son père, Abdoulaye Wade, Karim Wade a été accusé d'avoir illégalement amassé une fortune de 240 millions de dollars. Ok? Le fils a amassé 240 millions de dollars. Et c'est ça, les gens l'ont accusé. Et en 2015, il a été condamné à 6 ans de prison et une amende substantielle. Monsieur Macky Sall, évidemment, arrivé avec sa rhétorique d'anticorruption, il fallait faire preuve de force. Ok, Monsieur Wade a été celui dont on s'est servi pour montrer que nous sommes là pour travailler. On l'a jeté en prison, c'était censé être pour 6 ans, il n'a fait que 3 ans et il a eu le pardon présidentiel. Mais le message était passé. L'administration de Macky Sall aussi a été accusée à plusieurs reprises. Ils étaient malheureusement pas intacts. Le président Macky Sall est arrivé au pouvoir avec un programme d'anticorruption, un programme fort faisant un thème central à la présidence. Donc il a parlé beaucoup de corruption. Il faut combattre cette corruption et pour ça, il a été élu. Mais il y a eu poursuite de haut niveau. Il y a eu des allégations de népotisme. Monsieur Sall embauchait des gens de sa famille. Il y avait des contrats gouvernementaux de sa famille. Il y a aussi un scandale impliquant le frère de Sall avec un contrat de gaz. C'était choquant. Ils ont aussi été accusés par rapport au fonds de Covid. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pendant Covid, on voulait que les gens restent à la maison. Et pour rester à la maison, il faut avoir à manger. Il faut avoir de quoi subvenir à ce besoin les plus élémentaires. Et pour ça, nombreux gouvernements ont disponibilisé de l'argent pour la population. Pour certaines entreprises. Car on a donné de l'argent, c'était pas beaucoup, mais on donnait de l'argent aux gens. Certains gouvernements avaient l'argent de manière interne.
D'autres ont eu faire appel à l'FMI pour avoir un peu d'argent et beaucoup de gens s'y sont enrichis pendant cette époque. Alors, les membres du gouvernement de Macky Sall aussi s'y sont enrichis. Beaucoup de principaux s'y sont enrichis à travers ce type. Incroyable! Donc, l'argent destiné à la population ou à d'autres institutions ont été utilisés pour des fins personnelles. Alors, pour ça aussi, ils ont été appelés à la justice. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a également fait la lutte contre la corruption, une promesse centrale de son administration. Nous savons M. Faye et Ousmane Sonko sont en train de bosser dur dans l'objectif de coincer cette corruption. C'est déjà un très bon pas. Et récemment d'ailleurs, il y a eu une loi qui a été passée où il fallait que chaque représentant du gouvernement, en tout cas chaque serviceman d'un certain niveau qui gère plus de $1 million, il doit faire un rapport de tout ce qu'il possède. C'est-à-dire, on doit inventorier ce qu'il a en possession avant d'entrer en position de pouvoir. Qu'est-ce qu'il a comme maison? Qu'est-ce qu'il a en compte bancaire? Qu'est-ce qu'il a comme actif? Tout ce qu'il a comme bien. Comme ça, à la fin de son mandat, on peut évaluer et comparer s'il a volé ou pas. N'est-ce pas? C'est une loi qui a été appliquée. Mais évidemment, cette loi exclut le président de la République et ça a fait beaucoup de bruit. Laissez un commentaire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je sais que vous êtes des gens très intelligents. L'objectif ici, c'est pas d'écouter Zach Makassa. L'objectif, c'est de partager vos idées, vos pensées, votre connaissance avec tout le monde. God bless.